Bonjour à tous. Je vais commencer par une évidence, mais c'est une évidence qui malheureusement mérite non seulement d'être rappelée, mais d'être martelée. Le terrorisme, en soi, c'est un concept qui ne veut rien dire. Le terrorisme est un mode d'action politique. C'est un choix politique. Les gens qui utilisent la violence pour terroriser, pour déstabiliser, sont des gens qui ont un projet, un objectif qui est politique. C'est quelque chose qu'il faut que vous n'oubliez jamais, que beaucoup d'observateurs, mais aussi malheureusement d'acteurs de la vie politique occultent. Pourquoi ? Parce que ça les dérange de comprendre et une fois qu'ils ont compris, de nommer quel est l'objectif politique des gens qui aujourd'hui ont recours au terrorisme massivement contre notamment les Occidentaux et en particulier la France, c'est-à-dire les islamistes. Alors bien sûr, on va vous dire, oui, mais l'histoire de la France avec le terrorisme, c'est pas nouveau, on a déjà fait face, on a déjà vaincu, il y a eu, pour s'en tenir à l'histoire contemporaine, les vagues des années 85-86, l'attentat de la rue de Rennes, c'était l'Iran qui était derrière, on le sait aujourd'hui, les attentats 94-96, avec le RER Saint-Michel, c'était le GIA, qui tentait d'importer la guerre civile algérienne en France, et nous avons prévalu, nous avons vaincu, etc. À l'époque, nous étions attaqués par des groupes qui étaient constitués par quelques dizaines de personnes au maximum, et il était inéluctable qu'un appareil d'État solide comme celui de la France en vienne à bout, et c'est ce qui s'est passé. L'énorme différence avec ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est que les racines du terrorisme islamiste qui nous frappe, elles ne sont pas en Syrie ou en Irak, elles ne sont pas en Algérie, elles sont en France. Alors, je ne vais pas me lancer ici sur comment on en est arrivé là. J'ai écrit dans un livre publié en 2015 qui s'appelle « Le sursaut ou le chaos », une centaine de pages sur le sujet. Je vais juste vous rappeler le titre, qui, à mon avis, vaut mieux qu'un long discours. C'est « 40 années de lâcheté et de renoncement ». Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, comment on fait ? Quel est l'état des lieux aujourd'hui, à la fin 2018 ? Et comment est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce qu'on a vaincu ces groupes dont je vous ai rappelé l'existence tout à l'heure ? Parce qu'ils étaient quelques dizaines et que nous avons un appareil d'État policier structuré. Aujourd'hui, les gens qui sont en face de nous et qui sont, pour l'immense majorité d'entre eux, des gens qui sont nés sur notre territoire, ils sont des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'en nombre, en équivalence, en ordre de grandeur, ils correspondent à peu près, selon les estimations de dangerosité, alors c'est toujours un exercice hasardeux, je prends sur moi la comparaison qui va suivre, mais ils correspondent à peu près entre le tiers et la moitié des effectifs combattants de l'armée de terre. Ça permet de prendre la mesure de l'ordre de grandeur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous capables, de façon structurée et coordonnée comme une armée, d'attaquer au jour J. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Je donne simplement un ordre de grandeur humain. Cher Guillaume, tu faisais référence tout à l'heure au FSPRT. Le FSPRT, c'est un fichier donc, qui a été créé en mars 2015, parce que figurez-vous qu'avant mars 2015, il n'y avait pas de fichier centralisé sur les personnes radicalisées islamistes présentant un risque de passage à l'acte terroriste. C'est un chiffre qui est régulièrement communiqué par le ministère de l'Intérieur. La dernière communication date du 28 septembre, et au 28 septembre, le chiffre continue à monter tout doucement, et on est à 20 459 personnes inscrites, dont 10 000 sous surveillance active. Ça inclut 1 500 détenus et vous avez une proportion d'étrangers de 16,5% et de binationaux de 3%, c'est-à-dire que si on cumule les étrangers et les binationaux, on est à 19,52%. Les statistiques sur l'origine des gens de nationalité française étant interdites, on ne sait pas sur les 80% restantes s'il s'agit de gens qui sont dirigeants, qui sont des dirigeants de Français dits de souche, comme on dit maintenant, ou si ce sont des gens qui sont issus de la première, deuxième ou troisième vague d'immigration. Cela dit, on a certains indices quand on regarde les dossiers, et ces indices sont évidemment convergents vers la deuxième hypothèse. Autre chiffre,
Aujourd'hui, les retours de Syrie, c'est-à-dire les gens qui... il y a à peu près 1700 Français, en gros, parce que là encore, on vous donne des chiffres très précis, mais c'est des gens identifiés. Il y a toute la zone qui est sous le radar, qui évidemment, par hypothèse, ne l'est pas. Qui sont partis en Syrie. Vous avez 300 plus, donc on ne sait pas exactement combien, mais plus de 300 personnes qui ont été tuées. 341 personnes qui sont revenues de Syrie, 261 majeurs, 80 mineurs. À peu près 700 individus qui y sont toujours. Beaucoup de Français combattants se sont relocalisés dans d'autres pays, en majorité au Maghreb, en Libye, au Sahel, mais aussi quelques-uns en Asie du Sud-Est et en Afghanistan. Et le gros point noir, et j'y reviendrai tout à l'heure sur les aspects plus tactiques, c'est qu'il y a une masse considérable, et c'est ça en réalité le vrai enjeu aujourd'hui de sécurité pour notre pays, une masse considérable de combattants qui ne sont non pas simplement français, mais francophones. Il faut savoir que les services de renseignement ne travaillent pas sur l'hypothèse des Français, mais des francophones. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ressemblent à une partie importante de la population européenne, donc qui peuvent se fondre au milieu de notre population, qui ont la double culture, donc qui ont en particulier la culture française, qui parlent français comme vous et moi. Les francophones, ce sont donc les Belges, les Français et les ressortissants des 3 pays du Maghreb. Si vous prenez les combattants qui n'ont été ni tués ni arrêtés, francophones, donc dont on ne sait pas aujourd'hui exactement où ils sont, vous avez un chiffre qui est absolument certainement supérieur à 5000. Après, il y a des hypothèses. Europol il y a un rapport d'Europol qui évoque plusieurs dizaines de milliers. On n'est pas sûr. Alors, il y a des gens qui disent non, c'est exagéré, tout ça. Je ne sais pas. Mais on est en base 1000. Et ça, on parle de gens qui sont aguerris au combat, qui nous détestent, qui sont formés et dont on ne sait pas exactement où ils sont, mais dont les trajectoires sont plutôt des trajectoires qui visent à revenir à terme vers l'Europe que des trajectoires qui visent à s'en éloigner définitivement. Évidemment, les services et l'armée française, comme les pays de tous les pays occidentaux, essayent de les localiser et lorsqu'ils sont sur des théâtres d'opérations militaires, de régler leur sort militairement. Les dossiers judiciaires ouverts, très légère décrue en 2018, mais toujours très nombreux. On est à 173 dossiers terroristes ouverts par le parquet antiterroriste en année pleine 2017. Il y a 726 détenus pour terrorisme islamiste, dont 56% vont sortir de prison avant fin 2020, fin de peine. 10% de femmes. Et le renseignement pénitentiaire a identifié 1704 détenus non terroristes mais radicalisés. C'est un bas de fourchette, il y a toujours beaucoup de complexité à identifier, à être certain que les gens sont radicalisés. On va vous expliquer qu'en prison, il y a tout un tas de gens qui s'imprègnent de religiosité musulmane parce que c'est une forme de protection dans la prison, mais qu'en réalité, ils n'en sont pas vraiment. Moi, je suis très réservé. On n'a pas le droit de dire combien il y a de détenus d'origine musulmane dans les prisons, donc je ne vais pas le dire, mais il y en a beaucoup. Voilà. Une anecdote, pardon, du coup je vais déborder de 2 minutes, mais il y a quelques années, un conseiller d'un ministre, je connais bien le conseiller, il visitait une maison d'arrêt avec son ministre de tutelle et il est dans une galerie où il regarde tous les noms, vous savez, il y a les noms sur les portes, et il se trouve que c'est pas par hasard une galerie où il n'y a que des noms maghrébins. Et alors, il y a l'aéropage ministériel qui visite, et alors il se tourne vers le directeur adjoint de la prison qui est à côté de lui, et il lui dit, mais comme ça, là, dans la conversation, il lui dit, mais dis donc, c'est quand même impressionnant, il y a, là sur cette aile, il y a que des Maghrébins. Et le directeur adjoint de la prison lui dit, monsieur le conseiller, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Alors il lui dit, non, mais c'est pas des propos, c'est un constat. Et là, le gars lui dit, monsieur le conseiller, je vous laisse la responsabilité de votre constat. Intéressant. Dernier point statistique avant d'être un peu moins barbant. On augmente, ce n'est pas directement lié, mais c'est lié à l'augmentation significative de la violence dans notre pays. Il ne vous a pas échappé que pour la première fois depuis des décennies, le nombre d'homicides a augmenté en France, homicides non terroristes, puisque le ministère de l'Intérieur a révélé que sur l'exercice octobre-septembre 2017-2018, octobre 2017, septembre 2018, le nombre d'homicides qui est à 807,
alors que sur la période octobre-septembre 14-15, il était à 655, c'est-à-dire qu'on a une augmentation considérable. Et dernier point sur cette violence qui n'est pas immédiatement terroriste, mais qui est quand même très liée à l'agitation communautariste et ethnique. Vous avez énormément de violence contre les forces de sécurité intérieure, avec des embuscades quasi quotidiennes. Je vous donne les deux dernières à ma connaissance, parce qu'en général, moi, je les apprends 36 heures après, soit le lendemain quand elles sont très violentes, soit 2 jours après. Lundi soir, à Valenciennes, il y a une dizaine d'individus cagoulés qui étaient embusqués derrière un buisson et qui ont attaqué des pompiers et des policiers qui avaient été appelés suite à un incendie volontairement allumé pour les attirer sur des poubelles. Et à Béziers, il y a une opération de police judiciaire pour arrêter un individu suspecté de meurtre. Et c'était dans une cité, il a crié à l'aide. Et il y a une trentaine d'individus qui sont descendus sur les 3 policiers, dont 2 ont été assez gravement blessés. Donc ça, c'est l'état des lieux constant en France. Ce n'est pas du terrorisme, mais on est à la marge parce qu'on est avec des individus qui sont dans le passage à l'acte violent et qui, en réalité, n'attendent pas grand-chose pour se muer en force plus ou moins structurée. Alors j'en reviens au thème strictement, le terrorisme au sens strict. Je vous le rappelais, c'est un moyen d'action politique qui a pour objectif d'affaiblir, de saper, de miner la détermination et la volonté politique, mais également l'économie. Souvenez-vous des conséquences des attentats en Tunisie en 2015 sur le tourisme pendant les 2 ou 3 années qui ont suivi. Regardez ce qui arrive à l'Égypte. Donc évidemment l'économie. Et également d'affaiblir l'État par une mobilisation importante de ses moyens financiers, les budgets, de ses moyens humains, puisqu'on mobilise des femmes et des hommes des services régaliens sur le terrorisme et que pendant ce temps-là, ils ne font pas autre chose, mais également d'affaiblir l'État par l'usure de ses services. Et ça, c'est un point qui n'est pas assez mesuré. C'est que l'une des causes des suicides aujourd'hui dans les forces de sécurité intérieure, alors c'est un sujet surtout avec un parterre d'éminents spécialistes de la santé mentale, je me risque avec beaucoup de prudence, mais mes contacts quotidiens avec les forces de sécurité intérieure m'autorisent néanmoins à poser au débat le fait que être mobilisé depuis la fin 2014 en permanence et surtout être, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de France jusqu'à contemporaine jusque-là, être exposé au quotidien au risque d'attaque, au risque d'agression au couteau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'un policier, qu'un gendarme ou qu'un militaire de l'opération Sentinelle sort de sa base pour aller faire son métier, il se demande, même si c'est fugace, il se demande s'il ne va pas y avoir droit aujourd'hui. Et ça, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ça crée une usure. C'est en réalité un des facteurs de développement du stress post-traumatique, ce qui fait qu'on observe aujourd'hui dans la police un développement du stress post-traumatique qu'on ne voyait jusqu'à maintenant que chez des gens qui étaient allés au combat en opération extérieure. Maintenant, les opérations intérieures génèrent sur ceux qui les mènent, alors qu'on en est encore à un stade de relativement basse intensité, des effets psychiques qui sont des effets d'usure. Tout ça a été théorisé, figurez-vous. Un dénommé Al-Souri, qui est un des théoriciens du troisième djihad, a écrit en 2005 un bouquin assez épais, assez rébarbatif, où il ne parle pas gentiment de nous, et dans lequel il théorise une stratégie qui s'appelle la stratégie des 1000 entailles. Qu'est-ce que c'est la stratégie des 1000 entailles ? Si vous êtes un nain, si vous voulez tuer un géant, et que vous n'avez pas d'armes massives, il faut le faire saigner 1000 fois. Il faut lui faire 1000 petites coupures. Et ces 1000 petites coupures vont le piquer, vont l'agacer. Et puis petit à petit, vont lui faire mal. Et puis petit à petit, il va saigner. Donc il va s'affaiblir. Puis un jour, il va tomber à genoux. C'est la stratégie des 1000 entailles. On ne peut pas comprendre la façon dont les combats sont menés contre nous, et je vais venir maintenant sur les aspects tactiques, depuis la fin 2014, sans avoir à l'esprit que toutes ces petites attaques au couteau dont vous pouvez vous demander à quoi elles servent, dont vous n'êtes même plus informé. Qui parmi vous sait que hier matin, au commissariat central de Bruxelles, donc au principal poste de police de Bruxelles, un islamiste a été égorgé un policier. Il l'a blessé. Il a été revolvérisé par les autres policiers. Mais voilà, c'est une attaque de plus. Et on n'en parle plus. D'ailleurs, peut-être même a-t-on raison de ne pas trop en parler pour ne pas susciter des mimétismes, etc. Mais en tout cas, ce sont aujourd'hui des attaques qui, en Europe, arrivent en moyenne tous les 3, 4, 5 jours. Tous les 3, 4, 5 jours. Très, très intéressant. Alors,
Boualem Sansal attire notre attention sur, je vais vous parler de l'objectif politique, sur ce que les islamistes ont à l'esprit. Interrogé par le Figaro Vox en octobre 2017, il vous disait la chose suivante. Question, selon vous, l'Europe est-elle menacée? Réponse. Les islamistes sont convaincus que l'épisode Europe tire à sa fin. Elle est arrivée au bout de sa résistance. Elle n'osera plus jamais aller plus loin que la défensive politiquement correcte. Le problème pour eux est que les musulmans radicalisés en Europe ne sont pas encore assez nombreux pour la phase finale, la prise de pouvoir. Il leur faut mobiliser dans les pays musulmans, créer une dynamique unitaire, amplifier et accélérer la venue de jeunes migrants, convertir et radicaliser les nationaux, se donner des chefs charismatiques. Encore beaucoup de travail, mais ils sont patients. En attendant, ils continuent leur travail de sape et de harcèlement. L'Europe et les pays arabes sont pour une fois dans le même bateau. Ils gagneront ou perdront ensemble. Le gros vilain islamophobe qui vient de s'exprimer, c'est Boualem Sansal, donc cet essayiste algérien formidable qui s'exprime courageusement, régulièrement, et qui stigmatise, lui, régulièrement également, le concept d'idiot utile, qui vise par là tous ceux qui, dans nos contrées, ne sont capables, sinon de comprendre, du moins de nommer et d'assumer le fait que nous sommes effectivement face à un risque qui est un risque, et je pèse mes mots, vraiment un risque vital. Et, comme je viens de vous le dire, pour combattre ce terrorisme, il faut le comprendre. Il y a bien sûr une partie, mais qui n'est pas mon sujet du jour, mais qu'il faut avoir à l'esprit, de cet esprit de conquête des islamistes qui est purement politique, c'est-à-dire qui joue le rôle de nos institutions, qui est le jeu de nos institutions, qui utilise notre justice avec encore beaucoup de naïveté de la part de certains parquets, avec la Cour européenne des droits de l'homme qui est utilisée, qui est tordue et à laquelle on fait dire des choses qu'elle ne dit pas, pour utiliser les concepts fondateurs de notre société contre nous-mêmes, la liberté d'expression, la liberté de religion, pour dire que eh bien, de critiquer l'islam politique, ce serait islamophobe parce que ce serait critiquer la religion. Et des gens qui veulent réintroduire un délit de blasphème qui aurait pour vocation d'empêcher toute critique politique des visées islamistes, etc., etc. Il faut être très vigilant là-dessus. On fera une autre conférence sur le sujet parce que je pourrais vous en faire 1 heure. J'arrête là. Je n'ai pas encore fini sur le terrorisme, mais on avance. L'action violente. Alors, l'action violente, c'est ma dernière lecture, mais elle est cruciale. Le 22 septembre 2014, un dénommé Al-Adnani, qui était le responsable de la propagande de l'État islamique et qu'on a également, pour lesquels on a également des raisons de penser qu'il a été impliqué à la phase de coordination des attentats en Europe, a fait une déclaration à ce point fracassante que notre ministre de l'Intérieur a interrompu son agenda pour y répondre sur le perron de l'hôtel de Beauvau. C'est vous dire si c'est une déclaration qui a eu un fort écho. Je vous en lis quelques extraits, parce que vous allez voir que le programme est très largement annoncé. Citation. « Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et sales français, ou un Australien, ou un Canadien, ou tout citoyen des pays qui sont entrés dans une coalition contre l'État islamique, alors comptez sur Allah et tuez-le de n'importe quelle manière. » Et ensuite, il va donner un guide, ce qu'il appelle lui-même un guide de djihad en terre d'Occident. Il y présente le passage à l'acte comme accessible à tous, aussi bien d'un point de vue tactique qu'économique. Si vous ne pouvez pas trouver d'engins explosifs ou de munitions, alors isolez l'Américain infidèle, le Français infidèle ou n'importe lequel de ses alliés. Écrasez-lui la tête à coups de pierre, tuez-le avec un couteau, renversez-le avec votre voiture, jetez-le dans le vide, étouffez-le ou empoisonnez-le. Si vous êtes incapable de le faire, alors brûlez sa maison, sa voiture ou son entreprise, ou détruisez ses cultures. Et si vous êtes incapable de le faire, alors crachez-lui au visage. Tout est dit. Le programme est annoncé. Il commence en France à jouer les tours le 19 décembre 2014 avec l'attaque du commissariat. Et depuis, nous avons subi un certain nombre d'attaques. Nous avons subi 27 attaques qui ont été des succès sur notre territoire, avec les modes opératoires suivants. 9 par arme à feu, 13 à main nue ou à coups de couteau, 3 par véhicule et 7 par bombe ou ceinture explosive, les cibles étant à 13 reprises des forces de sécurité intérieure, à 4 reprises des militaires et à 14 reprises des civils. Il peut y avoir des cumuls, évidemment, le chiffre ne tombe pas pile. Puisque je reprends des statistiques, c'est quand même intéressant que sur les 77 complots terroristes menés en France depuis fin 2014, dont donc 27 ont abouti, vous avez 246 morts, 934 blessés physiques, avec tous les blessés psychiques évidemment en plus,
Vous avez 77 terroristes, pardon, 148 personnes impliquées, 148 terroristes impliqués, 124 hommes, 84%, 24 femmes, 16%, 126 adultes, 85%, 22 mineurs, 15%, 119 ont été arrêtés, 29 ont été tués, et sur les 148 personnes dont je vous parle, seuls 16%, 24, seuls 16%, 24 individus avaient été en Syrie et en Irak. Quel type d'attaque on parle d'un point de vue organisationnel? D'abord, il y a eu les attaques projetées. À l'époque où l'État islamique était un proto-État avec des moyens importants, il y avait une cellule à Raqqa, vous le savez tous, vous l'avez tous lu, qui organisait des attentats et qui les projetait. Il y a en réalité, on parle du 13 novembre, mais la cellule dite du 13 novembre a opéré sur le territoire européen depuis l'attaque du Thalys le 21 août 2015 jusqu'à l'attaque de Bruxelles le 22 mars 2016. Ce sont les mêmes, avec des ramifications. Il y a eu des échecs. Le 13 novembre, il y avait une attaque en plus qui était prévue à Paris. Il y avait l'attaque de l'aéroport d'Amsterdam qui était prévue, qui n'a pas eu lieu parce que les auteurs ont été arrêtés, qui arrivaient par la route des migrants. Ont été arrêtés, ralentis, puis arrêtés par les Autrichiens. Une émanation de cette cellule devait frapper l'Euro 2016. Il y a une affaire dont vous avez sans doute pas entendu parler, sauf si vous vous intéressez de très près, qui s'appelle l'affaire Reda Cricket, qui est probablement le plus gros réseau, à part le 13 novembre, mais qui travaillait avec celui du 13 novembre, qui a été démantelé en mars 2016. Et leur centre de logistique a été perquisitionné en Hollande, à Rotterdam. Et on a pris 45 kilos de munitions. 45 kilos de munitions. Je pense que l'Euro 2016 aurait tourné différemment si ces gens avaient pu mener à bien leur entreprise. Aujourd'hui, alors dernière chose, Abaoud, donc, qui a été tué peu après l'attentat du 13 novembre, a expliqué aux enquêteurs, pas aux enquêteurs, puisqu'il a été tué, mais a expliqué à ses complices qu'ils étaient rentrés à 90. Si on prend tous les gens qui ont été arrêtés et tués dans les autres dossiers terroristes, il nous en manque 30. Alors, c'est peut-être pas vrai, hein, c'est peut-être du bluff. Mais si ce n'est pas du bluff, ça veut dire que sur la cellule qui est entrée avec Abaoud, il y a encore un tiers opérationnel qui est en mode dormant et qui attend on ne sait quelle instruction ou quelle initiative pour se réactiver. Encore une fois, on n'est absolument pas sûr que c'est vrai, mais enfin, les services de renseignement travaillent sur l'hypothèse. Ensuite, vous avez... Alors, cette menace projetée, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'est plus en capacité d'opérer, puisque les islamistes ont perdu des territoires en Syrie, et donc leur capacité confortable d'organisation et de projection. Nous avons maintenant une menace dite endogène, c'est-à-dire la menace qui est sur notre territoire, avec deux types d'attaques. Les attaques individuelles, au couteau, en voiture, ça, bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des individus qui, soit seuls, soit sous l'inspiration de la propagande, soit sous l'inspiration, évidemment, vous allez en parler, d'un craquage psychique, mais dans un contexte particulier, vont passer à l'assaut individuellement. Mais ça n'empêche pas, le fait qu'il n'y ait plus d'attaques projetées, qu'il y ait une réelle capacité d'action de groupe et d'action organisée. La plus spectaculaire, ça a été l'attentat de Barcelone en août 2017. Les Catalans ont tenté une méthode bien à eux de déradicaliser, qui est la collaboration totale. C'est-à-dire, on vous fait confiance, on demande aux imams de gérer le truc, et on s'en occupe pas, et liberté individuelle, liberté de conscience. Résultat, une cellule coordonnée par un imam avec tous les gens qui étaient ses inféodés, toute l'équipe de jeunes avec laquelle il joue au foot, et qui avait comme projet de mettre à feu et à sang Barcelone, bien plus spectaculairement, vous le savez, que ce qu'ils ont fini par faire, puisqu'ils devaient attaquer la Sagrada Familia avec des explosifs à différents points de ce lieu touristique massif. Donc, il y a une autre cellule en France, il y a une cellule démantelée à Villejuif en septembre 2017 par un maçon qui faisait des travaux dans l'immeuble et qui a regardé par la fenêtre. Il traverse une terrasse, il regarde par la fenêtre, et là, il voit dans une cuisine des éléments qui lui paraissent curieux. Il est un petit peu sensibilisé à la question. Il va dire, il a un beau-frère qui est policier, il va en parler, et tout ça aboutit au démantèlement d'une cellule qui était sur le point de réussir à fabriquer du TATP, c'est-à-dire des ceintures explosives, qui est un explosif extrêmement instable, compliqué à fabriquer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons si peu d'attaques pour l'instant à l'explosif, c'est qu'il n'y a pas d'artificiers identifiés islamistes en France en ce moment. Et soyez bien certains que le jour où il y en a un qui va y arriver, vous serez au courant exactement en même temps que moi. Le
grosse attaque collective le 13 novembre hollandais, empêchée il y a un mois à Rotterdam. Le parquet de Rotterdam a communiqué sur le sujet. Un groupe de 7 individus, eux, ils avaient réussi à fabriquer le TATP. Ils avaient même réussi à fabriquer un véhicule piégé, ce qui est l'une des hantises, pour les raisons évidentes, de nos services. Ils avaient 7 Kalachnikov, ils avaient les munitions, et ils étaient à quelques jours ou à quelques semaines de commettre une attaque multiple chez nos amis hollandais. Quel avenir ? Alors là, évidemment, moi je suis toujours un peu plombant quand je fais de la prospective sur le sujet. Et là, je vais être plombant pour 2 raisons objectives. La première, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, c'est que les détenus radicalisés qui sont condamnés pour terrorisme, je ne parle pas simplement des détenus radicalisés, je parle de ceux qui sont condamnés pour terrorisme, sont 56% à sortir de prison d'ici 2020. Il n'y en a pas un, c'est-à-dire il y en a 0, qui se sont déradicalisés. D'accord ? Donc, ils ont été en prison, très bien, pendant ce temps-là, ils ont été à peu près, nos concitoyens en ont été à peu près protégés, mais ce sont des gens qui ont la haine, le savoir-faire et les réseaux. Le gouvernement a mis en place une cellule spéciale de suivi des individus qui vont être libérés de prison. Dans le cadre de la loi SILT du 30 octobre 2017, vous savez qu'il y a une assignation à résidence qui est prévue administrative dans le ressort de la commune. Alors bon, à Paris, Lyon et Marseille, ça n'aide quand même pas beaucoup les services, mais il paraît que c'était contraire aux libertés individuelles de restreindre. Beaucoup vont donc être placés ou sont déjà placés sous le statut de cette assignation dès leur sortie de prison, mais vous avez bien compris que par rapport à la capacité opérationnelle de nos services de renseignement, il n'est pas question pour nos services de suivre ces gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est un fantasme pur. Donc, il y a des surveillances sur quelques dizaines d'individus très dangereux. Et ensuite, c'est par sondage. Sondage électronique, beaucoup de surveillance électronique qui peut être permanente, mais après, il faut analyser ce qu'on a chopé. Et sinon, surveillance par sondage, on met des équipes pendant quelques jours sur des individus et on regarde ce qu'ils font pendant quelques jours, puis après on change, puis après on revient. Et on espère juste qu'entre le moment où on a changé de A pour B, A n'a pas été commettre son petit attentat. Donc c'est quand même un jeu du chat et de la souris qui, compte tenu de l'ampleur, du nombre de cibles pour nos services de renseignement et de capacités techniques et humaines, est un jeu dans lequel nous ne sommes pas forcément à armes égales. L'autre raison de pessimisme, qui pour tout vous dire est encore plus grande, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, ce sont les combattants francophones dont on ne sait pas où ils sont, qui sont donc plus de 5000. Eux, ils sont aguerris au combat. Et ils ont le prestige, évidemment, attaché à ce qu'ils ont fait sur le théâtre d'opération syrien et irakien. Et ils ont les capacités, une triple capacité, qui est une capacité à recruter tout le vivier endogène des types du FSPRT dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous détestent, qui sont dans nos banlieues, qui ne sont pas des génies, qui n'ont pas de connaissances tactiques, qui ont peu de matériel, parfois des couteaux, parfois des voitures, qui aimeraient bien un peu plus. Ils peuvent tout à fait trouver là des guides, dans tous les sens du terme, qui vont les recruter, les entraîner et évidemment être en capacité de commettre des attaques coordonnées beaucoup plus fines tactiquement. Ce qui fait que, pour prendre un terme que j'ai entendu plusieurs fois en réunion avec des gens de certains services de renseignement, notamment militaires, la grosse crainte, c'est sur les années 18, 21, 22, donc 18, on y est, 21, 22, on y arrive, qu'il y ait une montée en gamme de la capacité opérationnelle et avec des attaques qui s'apparentent beaucoup plus à ce qu'on voit, à ce que les militaires voient au Mali, en Syrie, ou en Irak ou en Afghanistan, c'est-à-dire des attaques sur nos forces de sécurité intérieure avec des moyens explosifs, avec des lance-roquettes. Vous avez vu qu'en 2 ou 3 semaines, on a trouvé 2 lance-roquettes dans les banlieues françaises entre mi-octobre et début novembre. Et le terme a été prononcé devant moi à plusieurs reprises, donc je le prononce devant vous. Vous savez qu'il y a 3 niveaux d'intensité en termes militaires. La basse intensité, c'est le terrorisme, ce sont des actes ponctuels. La haute intensité, c'est la guerre. Et la moyenne intensité, c'est la guérilla, c'est-à-dire des actes ponctuels mais de guerre. Et certains services de renseignement militaire craignent l'importation à très court terme de méthodes dites de guérilla sur le territoire européen et français en particulier. Donc je ne suis pas le seul à ne pas déborder d'optimisme.
Alors, jusqu'à maintenant, ça n'est pas encore arrivé, mais nous avons été très durement touchés. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Et là, on s'approche, je vais conclure, et je m'approche du thème de la journée, de la matinée de travail de l'Institut pour la justice. C'est que le génie, mais moi j'assume ce mot, le génie de l'État islamique, ça a été de multiplier par une propagande extrêmement bien faite sur les réseaux sociaux, avec des gros moyens qui n'existent plus aujourd'hui, en tout cas qui ont été diminués par les frappes alliées, mais qui sont des gros moyens de production audiovisuelle, l'utilisation de techniques empruntées à l'industrie de divertissement américaine, des codes couleurs, des films, de la musique, etc. Bref, des films assez, je vais dire un truc horrible, mais assez agréables à regarder, assez entraînants, hein, c'est leur terme, c'est leur objectif, c'est de manipuler les esprits pour créer un effet d'adhésion et d'entraînement, et pour déclencher chez tous les gens qui pourraient se sentir concernés par les problématiques identitaires musulmanes, en particulier en Europe ou aux États-Unis, une envie d'y aller. Et ces films sont matraqués sur les réseaux sociaux. Il y a de la capillarité sur Twitter, des comptes qui s'envoient à d'autres comptes, qui fait que la course des services pour essayer de faire fermer les comptes et de couper la transmission de ces films est une course qui est très difficile. Elle n'est pas impossible, mais elle est très difficile. C'est un combat de tous les instants. Et cette propagande répétée, minutieuse, eh bien, génère des passages à l'acte. Et pourquoi est-ce que je parle de génie? Parce que quand on parlait tout à l'heure d'attaque projetée, d'un commando envoyé depuis Raqqa, c'est lourd, ça demande de l'argent, ça demande des faux papiers, ça demande des moyens, des planques, ça demande des communications. Autant d'éléments matériels qui sont un risque de se faire attraper par les services de renseignement. Mais quand vous vous contentez d'envoyer des appels à l'attaque, sans aucun autre lien avec la population que vous visez que le message émis, vous allez avoir, allez, je reprends mon chiffre de tout à l'heure, une fois tous les 3-4 jours, allez, je vous le fais à une fois par semaine. Un type qui va se lever et qui va, sous l'impulsion de sa frustration du moment, dire « Ah bah ouais, c'est vrai, putain de mécréant », et hop, le couteau de cuisine et un policier ou la voiture et un groupe de gens sur le trottoir. Quel est le coût pour l'organisation qui est derrière? Il est nul. C'est juste d'avoir envoyé un message. Si un type, finalement, se dégonfle, il y va, il prend son couteau et il se dégonfle. Personne ne le saura jamais, ce n'est pas un échec. Et s'il y arrive, on revendique derrière. Donc c'est un jeu où on ne peut pas perdre. Et évidemment, ça renvoie à la théorie de Al-Souri dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, au début, fin 2014, début 2015, le parquet antiterroriste a essayé de trouver des critères sur lesquels poursuivre. La définition du terrorisme dans le code pénal, c'est l'article 421-1, c'est constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de trouver gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes, atteinte à la vie, etc. Lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective. Donc il faut démontrer que celui qui a agi intentionnellement dans le but de. Sur quels critères? 12 mai 2018, près d'Opéra, un Tchétchène se met à faire un périple meurtrier avec un couteau. Il ne va pas très vite. En 9 minutes, il va faire un mort et 5 blessés. Et il finit par se précipiter sur un policier, lui enfoncer le couteau dans le gilet, parce que les policiers ont essayé de le taser, ce qui est une aberration. Bon, finalement, ils l'ont tué. François Molins, procureur de la République, arrive sur place et il dit tout de suite « Je saisis le parquet antiterroriste et je me fonde sur 2 critères. » Il le dit en direct sur BFM une demi-heure après. Le premier critère, c'est le mode opératoire, le coup de couteau au hasard qui correspond à des préconisations de l'État islamique et à du déjà-vu. Et le deuxième, c'est que l'individu a crié « Allah Akbar ». Donc, mode opératoire Allah Akbar. Le 10 septembre, dans le 19e, canal de l'Ourcq, vous avez un Afghan en situation irrégulière qui va acheter un couteau. Sur le couteau, il y a encore le prix. 30 cm. Il va faire pareil, poignardage au hasard. Il poignarde 6 blancs et un Égyptien. Il finit par être maîtrisé par des gens d'ailleurs qui jouent aux boules, comme quoi il faut par des gens issus de l'immigration en train de jouer aux boules. Donc il faut saluer l'intégration quand elle fonctionne et qui le maîtrisent. Bon,
il a poignardé exactement comme le Tchétchène, mais il n'a pas dit Allah Akbar. Donc c'est pas terroriste. Et quand il se réveille après son opération, parce qu'il a quand même pris un peu cher à l'interpellation, il dit Allah Akbar. C'est le Allah Akbar à retardement. Mais ça n'est pas considéré comme un acte de terrorisme. Là, j'ai dépassé mon temps, donc je vais arrêter. Mais j'ai plusieurs exemples de moments de tournants dans l'histoire contemporaine de la lutte antiterroriste, où le parquet antiterroriste a choisi de ne pas poursuivre pour terrorisme des faits qui, objectivement, étaient complètement des faits qui sont dans la logique. Je ne dis pas que c'était des faits terroristes, ils ne sont pas poursuivis pour terrorisme, moi je respecte. Mais il ne faut pas se leurrer. On peut faire un choix politique de qualification. Il ne faut pas se leurrer soi-même sur ce qu'on observe comme phénomène dans la société française. Ce sont exactement ce que les responsables du renseignement français appellent, quand on en parle avec eux, de ces faits-là, ils disent « bah ouais, ça aurait pu être qualifié de terroriste ». À d'autres moments, ça l'aurait été. Et en tout cas, nous les appelons, nous, au sein de l'appareil d'État, les actes d'inspiration islamiste. Et croyez-moi, les actes d'inspiration islamiste, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux que tous ceux dont j'ai parlé et qui sont qualifiés de terrorisme. Sur des notes de sécurité publique hebdomadaire, on se rend compte que des individus qui commettent des délits en criant Allah Akbar, c'est entre 5 et 10 par semaine. Des individus interpellés qui correspondent donc à ce profil d'individus un peu perdus, un peu agressifs, et qui sont interpellés avec des couteaux de 30 cm dans leur sac, c'est plusieurs fois par semaine. Mais ils ne passent pas à l'acte. Beaucoup sont ensuite psychiatrisés. Et c'est ma conclusion, et maintenant je me tourne, je fais le lien avec la première table ronde. C'est que, cher Guillaume, tu l'as rappelé dans ton propos introductif, on a beaucoup dit, il y a eu une attaque, mais c'est un déséquilibré, sous-entendu, donc c'est pas grave, c'est pas terroriste. Même chose que ce que je viens de dire, il ne faut pas se leurrer sur ce qu'on observe comme phénomène. On peut qualifier comme on veut. Il ne faut pas être naïf et être dupe du phénomène de la masse de choses qu'on est en train de constater. Si vous êtes policier et que vous vous faites égorger, pendant votre convalescence, si vous êtes toujours vivant ou devant votre cercueil, votre famille, elle ne va pas être très impressionnée de savoir si le gars était en lien direct avec Raqqa ou si c'était un musulman mal dans sa peau avec une fragilité psychologique et qui est passé à l'acte sous les coups de boutoir de l'appel de la propagande islamiste et sous l'influence du mimétisme de tous ceux qui l'ont déjà fait avant lui. Vous comprenez? Parce que le résultat est le même. L'usure que ça a sur les forces de sécurité intérieure, c'est exactement le même. Donc, il faut évidemment, et c'est absolument crucial, envoyer en psychiatrie les gens qui ne sont pas aptes à être jugés au sens du code pénal, mais il ne faut pas que ce débat technique sur la psychiatrie nous leurre nous-mêmes. D'ailleurs, de façon un peu provocatrice, pour terminer, je peux vous dire, est-ce que déjà, pour aller se faire exploser au milieu d'une foule, il faut être équilibré? Est-ce que pour les gens qui ont tous les critères de l'article du 421 du Code pénal, qui ont revendiqué, qui sont en lien avec Raqqa et qui rentrent dans une salle de spectacle avec des calaches, qui rigolent en exécutant des gens et qui finalement se font craquer au TATP, est-ce qu'ils sont réellement équilibrés? Non, enfin je veux dire en tout cas pas au sens pas au bon sens commun du terme. Encore une fois, chez ces gens dont on parle, chez ces gens qui nous attaquent, vous avez des têtes pensantes. Ces têtes pensantes, elles sont dans une logique de conquête, et je termine par là où j'ai commencé. C'est un objectif politique. Cet objectif politique, il met en place un certain nombre de stratégies. L'une de ces stratégies, c'est d'envoyer des commandos et des gens aguerris, des combattants, pour faire la guerre, avec des moyens de plus en plus offensifs. Et l'autre stratégie, c'est de bombarder la population d'origine musulmane européenne, et en particulier en France, où elle est très nombreuse, vous le savez, pour générer chez certains, une petite fraction d'entre elles, mais chez certains individus, des passages à l'acte individuel, en jouant sur leurs failles et leurs faiblesses psychologiques, pour en faire des combattants d'une infanterie qui ne coûte rien. Et donc, autant il faut que nous conservions notre calme et nos capacités à dissocier celui qui est un combattant, celui qui est un terroriste et celui qui est un fou, parce que c'est notre honneur, parce que c'est ce qui fait que nous sommes une civilisation organisée et qui mérite d'être défendue. Mais quand nous analysons le phénomène d'un point de vue global, il ne faut pas perdre de vue que même les fous sont manipulés par des gens dont l'objectif
est de nous détruire, que cela nous plaise ou non. Vous savez, Julien Freund, qui est un philosophe, sociologue, quand il a soutenu sa thèse à la Sorbonne le 26 juin 1965, il a dit la chose suivante. Et je vais vous laisser avec Julien Freud, tout ça, c'est une jolie transmission pour la première table ronde derrière. Il dit la chose suivante. Comme tous les pacifistes, vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez l'ennemi, vous l'êtes. Et il vous empêchera de cultiver votre jardin. Mesdames et messieurs, les islamistes, ce sont vos ennemis, que vous le vouliez ou non. Ce sont nos ennemis et nous devons nous défendre. Merci beaucoup Thibaut.